que je me rends compte souvent quand je donne ce genre de présentations, c'est qu'il y a une grande méconnaissance et un grand effacement des origines radicales et de l'intersectionnalité. Donc, comme vous l'avez pu remarquer, les termes intersectionnalité et intersectionnel sont devenus des buzzwords dans les milieux académiques et les milieux pratiques. Dans les milieux de l'intervention sociale, surtout les milieux de l'intervention féministe, des chercheurs et d'intervenantes font référence à l'importance d'adopter des approches intersectionnelles afin de mieux comprendre et agir sur les inégalités que vivent certains groupes marginalisés. Des fois utilisés comme cadre théorique, d'autres fois comme modèle d'intervention, les termes restent souvent vagues et ambigus, ce qui l'empêche d'avoir un véritable impact social. L'intérêt accru pour l'approche intersectionnelle a soulevé plusieurs enjeux, notamment en ce qui traite son implémentation et sa dépolitisation dans la recherche et dans la pratique de l'intervention sociale. Comment ce concept a-t-il été théorisé au Québec? Finalement, comment ancrer cette approche dans la pratique de l'intervention féministe en tenant compte des racines politiques et radicales du concept? Avant d'aborder ces enjeux, je vais revenir sur l'origine et la définition du concept. Celle-là? Ah, je m'excuse. Ouais, parfait. Alors, au plan théorique, l'approche intersectionnelle fait des emprunts d'abord à la théorie raciale critique, aux théories des classes sociales, puis également aux théories queer, postmodernes et postcoloniales. Plusieurs auteurs tels que Audre Lorde, Bell Hooks, Barbara Smith, Patricia Hill Collins et Kimberly Crenshaw ont relevé la nécessité de se situer au-delà d'une analyse des genres, soulignant d'autres rapports de domination s'exerçant entre les femmes elles-mêmes. Ces pionnières rejetaient le féminisme mainstream des femmes majoritaires comme étant déconnectées des réalités des femmes non blanches et ne prenant pas en compte les identités multiples et fluides, les intérêts et les conditions de vie des femmes qui se trouvaient à l'intersection de plusieurs systèmes d'oppression. Leurs travaux centraient les rapports de domination liés à la race, les genres et la classe, mais faisaient également référence à l'intercroisement d'autres systèmes de domination tels que le hétérosexisme. En s'inspirant de ces définitions apportées par ces théoriciens afro-américains, la professeure de sociologie Sirma Bilge, en 2009, définit le concept en français comme suit. L'intersectionnalité renvoie à une théorie transdisciplinaire visant à appréhender la complexité des identités et des inégalités sociales par une approche intégrée. Elle réfute le cloisonnement et la hiérarchisation des grands axes de différenciation sociale que sont la catégorie de sexe-genre, la catégorie de classe, race, ethnicité, âge, handicap et orientation sexuelle. L'approche intersectionnelle va au-delà d'une simple reconnaissance de la multiplicité des systèmes d'oppression opérant à partir de ces catégories et postule leur interaction dans la production et la reproduction des inégalités sociales. Donc, mot à retenir, interaction dans la production et la reproduction. Parce que souvent, on ne voit pas ces interactions, on voit juste les groupes comme des groupes distincts et isolés. Donc, elle propose d'apprendre la réalité sociale des femmes et des hommes, ainsi que les dynamiques sociales, culturelles, économiques et politiques qui se rattachent comme étant multiples et déterminées simultanément et de façon interactive par plusieurs axes d'organisation et de rapports sociaux. Mais si on veut parler des origines du concept, il faut aller plus loin. Même si le terme comme tel est assez récent, l'intersectionnalité apparaît comme concept bien avant dans les mouvements abolitionnistes contre l'esclavage au 19e siècle aux États-Unis.
Ce sont aux luttes abolitionnistes des femmes afro-américaines que l'on doit en grande partie cet apport majeur pour l'analyse intersectionnelle. Les femmes afro-américaines étaient avant-gardistes car elles étaient capables d'avoir une analyse beaucoup plus poussée de l'imbrication de ces rapports sociaux de domination présentés dans la société américaine. Cette analyse était déjà au cœur des revendications des militants abolitionnistes du milieu du 19e siècle, comme en témoignent les fameux discours de Sojourner Truth, « Ne suis-je pas une femme ?» lors d'une conférence des droits des femmes dans l'Ohio en 1851. En répétant au moins 4 fois la question « Ne suis-je pas une femme ?», elle révéla les préjugés de classe et les racismes qui s'entrecroisaient pour exclure les femmes noires du mouvement féministe. Puis il faudrait également souligner la contribution de Anna Julia Cooper, une intellectuelle afro-américaine qui a écrit abondamment sur l'un des principaux défis qui caractérisent la vie des femmes noires américaines, celui de négocier et réconcilier quotidiennement 2 identités sociales différentes, celle d'être femme et celle d'être noire. Elle révéla ainsi comment la femme afro-américaine était confrontée par la question de genre et par la question de race, pourtant effacée dans les 2 rapports sociaux. Notre train s'arrête à une station délabrée. Je vois 2 petites salles défraîchies avec une écriture pour dames et une autre pour personnes de couleur. Je me demande quelle appellation me désigne. Ça, c'est une citation très célèbre de cet auteur-là qui décrit les positionnements des femmes noires et l'effacement de leur réalité. Plus tard, le Combahee River Collective fut fondé par les militants noirs et queer tels que Barbara Smith, Cheryl Clark, Gloria Akasha-Hall. Ces collectifs émergent d'un désespoir vis-à-vis des mouvements féministes, des mouvements antiracistes de libération noire et des mouvements de lutte de gauche. Dans la déclaration du Combahee River Collective, un des textes clés du Black Feminism, cette organisation afroféministe manifestait la volonté de lutter contre les différentes formes d'oppression, raciale, sexiste, hétéropatriarcale et de classe. Le texte revendiquait la destruction des systèmes capitalistes, impérialistes et patriarcaux, tout en exigeant la fin du racisme. Une citation du texte affirme « Nous avons du mal à séparer les oppressions des races, des classes et des sexes parce que fréquemment dans nos vies, nous en faisons l'expérience simultanée. Nous ne sommes pas convaincus qu'une révolution socialiste qui ne soit pas en même temps une révolution féministe et antiraciste garantisse notre libération. » À partir des années 80, la nécessité de penser cette imbrication parvient à s'imposer dans les milieux universitaires. Les pionnières comme Angela Davis, Bell Hooks et d'autres soulignent les dilemmes politiques auxquels les féministes noires se trouvent confrontées en raison de la tendance prédominante à la mise en concurrence de luttes féministes et antiracistes, tout en pointant les racismes des uns et les sexismes des autres. Toutes les femmes sont blanches, tous les noirs sont des hommes, mais nous sommes quelques-uns à être courageuses. C'est le titre d'une anthologie de textes fondateurs des études du Black Feminism parue en 1982 aux États-Unis, qui décrit bien l'ampleur de la lutte menée par les femmes noires aux États-Unis. Il dénonce en effet l'exclusion des femmes noires du mouvement féministe, des femmes majoritaires et le sexisme présent dans certains mouvements antiracistes. Finalement, en 1989, la juriste afro-américaine Kimberly Crenshaw propose le concept d'intersectionnalité dans son texte « Demarginalizing the Intersections of Race and Sex, a Black Feminist Critique of Anti-Discrimination Doctrine, Feminist Theory and Anti-Racial Politics », afin de démontrer la variété des interactions, des rapports de genre et des races de la réalité des femmes afro-américaines. Pour Crenshaw, il ne s'agit pas de dire que les femmes noires subissent du racisme et du sexisme. Plutôt, il s'agit de comprendre qu'elles se trouvent à l'intersection de ces 2 oppressions. La discrimination, une citation,
Les discriminations racistes et sexistes se chevauchent non seulement dans la sphère professionnelle, mais aussi les autres domaines de la vie. De même ampleur, ces deux fardeaux étaient presque entièrement absents du discours féministe d'une part et du discours antiraciste de l'autre. L'intersectionnalité était alors ma tentative de faire en sorte que le féminisme, la lutte antiraciste et la législation contre les discriminations fassent ce dont je les pensais responsables. Mettre en lumière les différents biais par lesquels les individus souffrent des oppressions racistes et sexistes afin de faciliter la discussion et la compréhension de ces problèmes. Dès lors, le concept devient un outil d'analyse pertinent pour saisir comment multiples systèmes d'oppression s'entrecroisent et produisent des expériences particulières d'oppression et d'exclusion sociale. Plus tard, Patricia Hill Collins, en 2000, introduit le concept de matrice de domination, qui articule de manière juste la relation entre les multiples systèmes de domination. Ce concept réfère à la façon dont ces oppressions s'entrecroisent et sont organisées et permet de bien faire ressortir comment chacun d'eux influence et est influencé, utilise et est utilisé par les autres. Chaque matrice, comme vous voyez, représente une disposition particulière des systèmes d'oppression, tels que la race, la classe, le genre et l'ethnicité, qui interagissent et opèrent dans différents domaines de pouvoir. Ces domaines de pouvoir n'agissent pas de manière indépendante, ils sont interreliés. Mais on se demande souvent pourquoi utiliser une approche intersectionnelle dans l'intervention sociale ou féministe. Pour comprendre la complexité des rapports sociaux, il est nécessaire de penser l'ensemble de ces rapports entremêlés. Chaque rapport social, qu'il s'agisse du rapport social des races, du rapport social des classes ou des rapports sociaux de genre, constitue un rapport de domination, d'oppression qui contribue à configurer les autres. Ils doivent être analysés comme étant simultanés et non pas additionnés, et situés dans des relations d'imbrication. Pour bien les articuler, il faut comprendre qu'ils sont fluides et dynamiques. Ils se réjouissent et se recomposent et peuvent être variables dans l'espace et dans le temps. Ainsi, les rapports sociaux des races ont une influence sur les rapports sociaux des gens, les rapports sociaux des gens sur les rapports sociaux des classes et vice-versa. Bien que l'analyse intersectionnelle se base sur la race, le genre et la classe, aujourd'hui, l'on reconnaît que ces liens d'imbrication ne se limitent pas à ces trois rapports sociaux. Ils peuvent également inclure l'orientation sexuelle, la capacité physique ou mentale, l'âge, le statut migratoire, etc. Il ne s'agit pas de relations hiérarchiques, mais plutôt des relations réciproques qui se construisent et se recomposent mutuellement. Alors, ce n'est pas au strict point du positionnement individuel que les entrecroisements d'oppression doivent être imaginés, mais également au niveau des systèmes, et comprendre que la relation même entre ceux-ci est une de dépendance et de co-construction. Par exemple, c'est dans ce sens que le capitalisme va exercer des effets néfastes et renforcés sur l'ouvrière noire en raison de l'entrecroisement du sexisme et du racisme. Ça, c'est une citation de Crenshaw, 1998. Toutefois, l'intersectionnalité est sujet à plusieurs critiques, notamment parce qu'on l'accuse de succomber aux identity politics, surtout au Québec où la race est trop souvent déclarée hors sujet et renvoyée au contexte états-unien, effaçant les réalités du racisme systémique et de colonisation auxquelles font face les peuples autochtones et les minorités racisées sur les territoires. Pour nombreux détracteurs de l'intersectionnalité, la société québécoise serait neutre par rapport à la race et bien d'autres déterminants sociaux. Ces sentiments se manifestent clairement par les réticences fortes d'aborder le racisme
et les inégalités qui en ressortent au sein des mouvements sociaux tels que les mouvements féministes. Aujourd'hui, le mouvement des femmes du Québec participe à une véritable réflexion et à un questionnement quant à sa capacité de composer avec la diversité des femmes. Les groupes féministes ont recours à des outils théoriques qui pourraient permettre à leurs membres de conjuguer leurs revendications pour l'égalité et l'inclusion des femmes vivant de multiples formes d'oppression. Dans ce contexte, l'intersectionnalité suscite un intérêt accru et des débats depuis les années 2000 dans les milieux féministes au Québec. Plusieurs questions telles que l'enjeu de rejoindre les femmes immigrantes racisées, l'accessibilité des femmes en situation de handicap, l'inclusion des femmes trans sont débattues dans plusieurs espaces féministes. Il existe un grand écart entre la reconnaissance de la diversité et l'application d'une pratique d'inclusion capable de distinguer clairement les différents axes d'oppression et les inégalités vécues par les femmes. Au Québec, le mouvement des femmes s'est construit autour des expériences d'une certaine femme en position majoritaire, la femme blanche, francophone, citoyenne, sans handicap et de classe sociale moyenne. Le mouvement féministe mainstream s'inspirait beaucoup des féministes matérialistes françaises, qui défendaient un féminisme universaliste focalisé sur l'oppression des genres et concevait la femme comme un groupe homogène. Le mouvement a été fortement marqué par la théorie féministe française et son incapacité à inclure une analyse sur la question des races, les processus coloniaux et d'autres rapports de pouvoir présents entre les femmes. Par ailleurs, au Québec, le féminisme émerge dans un contexte politique et historique. Une grande majorité de femmes s'identifient à l'analyse de double oppression en tant que femmes puis en tant que minorité francophone. Ça, c'est une citation d'Emaille 2002. L'héritage de la question nationale nous empêche très souvent d'entamer des conversations sur comment les rapports raciaux peuvent accentuer les inégalités des rapports de domination au sein du mouvement. C'est dans ce contexte que la citation d'Audre Lorde reste encore très pertinente dans le contexte québécois. Quelle femme ici est si amoureuse de sa propre oppression au point qu'elle n'est plus capable de voir l'empreinte de son propre talon sur le visage d'une autre femme? Quelle femme ici utilise sa propre oppression comme ticket d'entrée au rang des justes, loin des vents glaciaux de l'examen des consciences? Il nous faut une véritable réflexion sur les rapports de pouvoir qui continuent à opérer au sein du groupe même, les femmes. Si le mouvement des femmes du Québec prétend de rejoindre et mobiliser une plus grande diversité de femmes, il ne doit pas céder à une vision de la femme universelle qui ne tient pas compte des dynamiques de pouvoir au sein des femmes mêmes. Cette vision universaliste des identités multiples s'entrecroisent pour façonner différents contextes de discrimination sociale. Il ne faut pas non plus céder à la hiérarchisation des oppressions où l'on catégorise les patriarcats comme étant au sommet des systèmes d'oppression chez une femme. Car une femme noire, queer, ne vit pas d'abord le sexisme et d'après le racisme et le hétérosexisme. Elle vit ces oppressions simultanément. Il faut tenir compte de comment ces identités aux marges la placent dans un contexte où multiples systèmes d'oppression peuvent s'entrecroiser et se conjuguer. Le Centre pour la justice intersectionnelle en Europe articule l'approche de manière juste en disant « L'intersectionnalité consiste à combattre la discrimination dans la discrimination, à s'attaquer aux inégalités dans les inégalités et à protéger les minorités dans les minorités. Il s'agit de mettre en lumière les expériences des groupes qui ne sont pas représentés au sein des groupes minorisés. Les expériences de personnes racisées au sein des groupes LGBTQIA+, par exemple. Les expériences de femmes trans au sein du mouvement féministe. Les expériences de personnes en situation de handicap au sein des luttes antiracistes,
qui combattent la violence policière. Alors, l'approche intersectionnelle doit avant tout rendre visibles ces expériences aux marges, effacées du discours mainstream. Bien que l'intersectionnalité suscite un intérêt accru dans plusieurs milieux d'intervention sociale, certaines utilisent le concept comme un outil pour souligner les différences. Cette démarche ne tient pas compte de son analyse systémique et efface sa critique subversive, dépolitise les concepts complètement. L'intersectionnalité n'est pas qu'une théorie sur les différences ou sur la diversité. C'est une théorie sur les systèmes d'oppression. Sirma Bilge parle d'un blanchiment du concept où l'on évacue l'analyse critique raciale de l'ensemble du discours et de la pratique sociale. Quand l'on se bénéficie d'un certain positionnement social, il peut être tentant d'utiliser le concept d'intersectionnalité pour débattre de nos différences et laisser de côté toute analyse critique sur le pouvoir. L'intersectionnalité remet en question les bases et les structures de nos sociétés, car les différents types de discrimination sont systémiques. Cette dépolitisation et déradicalisation du terme se manifeste dans plusieurs milieux institutionnels, académiques et militants. On s'en sert du concept dans les milieux, par exemple dans les milieux communautaires, pour parler de diversité d'expériences, d'identité, mais on évite tout questionnement sur les structures de pouvoir en place, sur les discriminations systémiques telles que le racisme, la colonisation, l'homophobie, la transphobie et le capacitisme présents dans nos institutions. Par ailleurs, plusieurs adhérents à l'analyse intersectionnelle n'arrivent pas à articuler les expériences particulières d'oppression produites d'un ensemble de rapports de domination entremêlés. Cette incapacité de s'attaquer aux angles morts qui se trouvent dans les marges et aux intersections des systèmes d'oppression rend leur pratique d'analyse intersectionnelle caduque. Donc, moi, j'ai voulu faire ce portrait sur les origines et aller plus en profondeur sur la définition de l'intersectionnalité, parce que dans mon domaine de travail, je remarque que souvent on part avec une définition incomplète du terme. Je vais continuer un peu par vous parler de mon travail au sein du regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Moi, je coordonne le volet intersectionnalité. C'est un volet qui vise à analyser ces marges, les expériences qui souvent sont invisibilisées ou qui passent sous le silence quand on parle de violences sexuelles. Depuis 2002, les CALAC se questionnent sur leur capacité de rejoindre une plus grande diversité de femmes. Et plusieurs actions ont été mises en place pour essayer de combler à ces manques. On s'intéresse aux groupes de femmes qui ne fréquentent pas le centre, mais qui ont des taux de victimisation très élevés, notamment les femmes autochtones, les femmes immigrantes racisées et les femmes lesbiennes. On a après aussi commencé à travailler avec les femmes en situation de handicap. Mais ce que moi j'ai remarqué en commençant à travailler au sein du regroupement, c'est que souvent dans les milieux de femmes, on voit les groupes de femmes comme isolés. On parle des femmes immigrantes, mais on les voit que comme immigrantes. On parle des femmes autochtones, mais on les voit comme un groupe très homogène. On parle de LGBT, mais on s'en centre sur une expérience spécifique qui est celle des femmes lesbiennes. Donc, le travail qui est en train d'être fait maintenant, que je vois qu'on avance, c'est qu'on essaie de voir ces marges, ces intersections qui souvent sont invisibilisées. Parce qu'une femme immigrante peut être aussi en situation de handicap, peut être aussi en situation d'avoir un statut précaire. Donc, il y a plein d'expériences qu'il faut inclure quand on essaie de rejoindre un groupe. Et on ne peut pas voir comme des groupes homogènes. Il faut aussi voir que
la femme ne peut être pas juste perçue comme sujet. Il y avait la première conférencière, elle a dit quelque chose qui m'a fait penser. On dit que dans l'intervention féministe, on considère la femme l'experte de son expérience et son vécu. Alors, comment faire si ces femmes dont on parle ne sont pas représentées au niveau de l'intervention ni dans la recherche? Je pense que c'est un des angles morts de l'intersectionnalité ici au Québec, c'est que les femmes ne sont pas représentées dans la recherche, dans le sens qu'elles sont... Combien de femmes chercheuses racisées est-ce que vous voyez dans des colloques sur l'intervention féministe? Combien de femmes trans est-ce que vous voyez? Donc, un des angles morts, c'est à la place de voir les femmes comme sujets, qu'elles deviennent aussi acteurs et qu'elles soient complètement représentées au sein du mouvement. Nous, on a 3 volets d'action au niveau du regroupement québécois des centres d'aide de lutte contre les agressions à caractère sexuel, la prévention, l'intervention et la défense des droits. Donc, une autre action qui a été prise, c'est vraiment assurer une transversalité du concept. Parce que souvent, dans beaucoup de centres d'intervention féministe, on voit l'intersectionnalité comme un projet à part. Et il n'y a pas de Il n'y a pas de Oh, j'arrive pas à se dire le mot. Il n'y a pas ça dans l'intervention et dans tous les dossiers. Donc, moi, avant, je m'occupais juste du volet intersectionnel, mais maintenant, j'ai d'autres dossiers comme violence sexuelle au milieu universitaire et ça m'a permis d'amener une analyse intersectionnelle à ces gens dans ce contexte-là. Et c'est ça qui est important. Il ne faut pas que l'intersectionnalité reste théorique. Il faut que ça soit vraiment amené à la pratique. Dans la prévention, comment avoir une prévention contre la violence sexuelle qui soit inclusive de toutes les expériences. Comment faire la défense des droits où toutes les expériences soient représentées. Quand vous avez vu avec le mouvement MeToo, il y a eu beaucoup de discussions sur quelle victime est jugée bonne victime, quelle expérience est digne d'être représentée. Et souvent, on voit une seule narrative par rapport à la violence sexuelle, une seule victime. Et c'est ça, si on veut vraiment appliquer l'intersectionnalité, c'est vraiment lutter pour qu'une plus grande quantité des expériences soit tenue en compte. Donc, c'est ça le travail au niveau de la violence sexuelle, je voulais vous amener, parce que je pense que le grand défi aujourd'hui, c'est vraiment amener l'intersectionnalité à la pratique et le sortir de la recherche, parce qu'on les voit trop comme une théorie et non pas comme une pratique. Et ça vient des mouvements sociaux, ça ne vient pas de l'académie. Donc, la question demeure comment convertir l'aspect radical de l'analyse intersectionnelle en changement au niveau de la pratique en intervention sociale. Et oui, il y a beaucoup de défis. On ne peut pas prétendre appliquer une analyse intersectionnelle si on n'arrive pas à centrer les groupes et les expériences aux marges. On ne peut pas prétendre adhérer à une approche intersectionnelle si on s'attarde seulement sur les identités, en négligeant toute analyse sur les pouvoirs. Et l'intersectionnalité ne doit pas devenir une étiquette non plus que l'on colle à notre démarche ou notre mouvement social. L'intersectionnalité, comme dit Crenshaw, ne concerne pas seulement les identités, mais également les institutions qui utilisent l'identité pour exclure et pour privilégier. Plus nous nous attacherons à comprendre la relation entre identité et pouvoir d'un contexte à un autre, moins nos mouvements pour le changement seront susceptibles à se fissurer. Donc, moi, je veux vous laisser avec le souci de repolitiser à nouveau nos luttes et repolitiser à nouveau l'intersectionnalité.
Que ce soit dans le domaine de la recherche, l'intervention sociale ou la militance, il faut prioriser l'approche par et pour, car les membres de ces groupes possèdent des savoirs nécessaires pour être capables d'avoir une véritable approche et pratique intersectionnelle. Au regroupement des CALAX, on a compris ça vite et on a ce qu'on appelle un comité conseil qui est composé par des groupes de femmes militantes qui travaillent auprès de certains groupes qui ne sont pas nécessairement représentés au sein du mouvement féministe, comme les femmes en situation de handicap, les femmes des groupes LGBT, plus les femmes autochtones. Et avec ce comité conseil, on se sert pour créer cette expertise et cette expertise intersectionnelle en ce qui concerne les violences sexuelles. En ce moment, on a 2 projets en cours, un avec Éducalois qui vise à créer des outils de vulgarisation légale en ce qui concerne la violence sexuelle, mais qui soit centré sur l'expérience de ces groupes qui sont aux marges. Donc, comme façon de faire, on a décidé d'utiliser cet outil de concertation pour arriver à combler nos angles morts. Parce que c'est sûr qu'il y a souvent des défis par rapport à la représentativité. Et nous, la manière dont on a trouvé pour répondre à ces défis-là, c'est vraiment à travers la concertation et à travers la construction d'un mouvement pluriel pour rejoindre une plus grande quantité de femmes.